Euh, du coup, notre positionnement général, il est de combiner une approche productive et naturaliste sur un même lieu, de démontrer la convergence entre production et biodiversité. On, on se base un petit peu dans la continuité de la réflexion des fermes paysannes et sauvages, l'association de la Drôme, qui est basée dans la Drôme, et en lien aussi avec Paysans de Nature, dans la volonté d'accueillir le vivant sur la ferme par la création du coup, de différents écosystèmes et habitats. Euh, on cherche à impliquer la population locale dans notre démarche, à réaliser des actions de sensibilisation, de formation, dans le but de relayer et partager cette vision qui nous semble juste et intéressante, tout en s'intégrant dans le paysage, en cherchant à renforcer les trames écologiques. Un petit schéma conceptuel de mode d'action, avec une première étape de diagnostic, de définition d'indicateurs à suivre, qui vont permettre de piloter un petit peu nos actions sur les différents volets. On met en œuvre, on agit, on mesure ce qu'on fait, dans le but aussi de du coup transmettre et partager. Et puis on boucle cette boucle en réadaptant d'un cycle à l'autre pour essayer d'améliorer le fonctionnement, notre fonctionnement aussi. Des indicateurs du coup qui nous permettent de piloter ce projet, qui se veulent mesurables, précis, compréhensibles, réalistes et définis dans le temps. Avec par exemple à propos des écosystèmes, on cherche à s'intéresser au milieu avec une échelle un peu grossière et au micro-habitat. Donc comment les différents éléments, unités paysagères ou micro-paysagères sur la ferme s'assemblent. On parle du coup de connectivité écologique, de trames vertes et bleues par exemple, et comment à l'intérieur de ces différents éléments, le lieu est vivable, intéressant. Par exemple, ça peut être le nombre de cavités dans un arbre intéressant pour le nombre de cavités intéressantes pour la vie faune ou les chiroptères. Ou bien au niveau des êtres vivants, on peut parler de richesse spécifique, d'abondance, le nombre d'individus d'une espèce ou de composition des communautés. Euh, je vais passer au contexte de la ferme. Donc on le disait en précision en intro, mais du coup, cette ferme, elle a un historique d'une vingtaine d'années de maraîchage en agriculture biologique. On est propriétaire du coup d'une ferme qui a 4 hectares, un peu plus de 4 hectares de surface agricole utile. Il y a un verger de pommiers, il y a environ 3000 mètres carrés de tunnels. La ferme, il y a deux îlots de parcelles, un à Robiac et l'autre à Foussignargues, et il y a un forage sur ces deux îlots. La volonté de Terre Humanisme, elle est pas, elle, l'association en propre être productrice, mais d'installer un collectif d'agriculteurs selon un fonctionnement alternatif à construire, peut-être pourquoi pas sous le format d'une SCOP ou dans cet ordre de fonctionnement-là. Et aujourd'hui, cette année, il y a deux personnes qui sont à la production, Thierry et Henri, pour environ 1,5 unité travail humain par an, et entre les coups de main bénévoles des différentes associations et des personnes qui sont là durablement, comme Jean. Il y a environ une personne qui est à l'entretien, à la régénération du loup. Il y a un petit blaireau qui apparaît, surprise, qui se promène sur les parcelles. On a des pièges photos qui ont sorti des petites images. Du coup, la ferme, elle est dans le département du Gard, à proximité d'Alès, dans le sud de la France, en périphérie des Cévennes. Euh, Elle est dans le parcellaire du parc national des Cévennes et en bordure de zone Natura 2000, la zone des hautes vallées de la Cèze et du Luèche. Salut Juan Pablo. Du coup, les deux points rouge et jaune symbolisent les deux îlots de parcelles qui sont entre Bessèges et Saint-Ambrois, à Robiac pour l'îlot principal et à Foussignargues, le long de la Gagnère, qui est un affluent de la Cèze, pour les deux autres parcelles. Euh, on compte en moyenne 1000 millimètres de précipitations par an, des températures qui varient de température moyenne journalière qui vont de 0 à 30 degrés sur l'année. Ce qui est permis, cette amplitude, elle est favorisée par le contexte un peu enclavé, fin de montagne
avec notamment bah, du frais qui descend un peu de la montagne quoi, en hiver. La vallée, elle est orientée est-ouest, pardon. Et du coup, le vent dominant, il vient bien de l'ouest-nord-est. L'humidité locale, elle est favorisée par la 16 et par la topographie un peu vallée enclavée. Moins marquée l'été, mais malgré tout, ça reste une ambiance intéressante et grâce aussi au boisement alentour. Les sols sont plutôt argilo-limoneux euh, ou limono-sableux, sablo-limoneux, selon les parcelles. On a encore un blaireau, et on voit que on a probablement un couple qui est planqué à proximité et qui vient visiter les parcelles à l'occasion. Donc ça, c'était pour la parcelle de Robiac, pardon, avec ici le verger de pommier, différentes parcelles en plein champ. Tous nos tunnels sont là en place. Et ici, c'est le bâti dans lequel sont les bureaux, là, hangar de stockage et les chambres froides. À Foussignard, du coup, la parcelle qui est bordée par la Gagnère ici, il y a un petit verger de kaki noyer. Et puis des parcelles qui sont en régénération ici, avec une dominance plutôt sable-limoneuse. Des petites crues ponctuelles de la Gagnère qui viennent inonder temporairement les parcelles, mais la décrue est assez rapide. Un fait intéressant sur ces parcelles, c'est l'orientation, enfin leur exposition en tout cas, qui favorise l'ensoleillement. Il y a moins d'influence du relief sur ces parcelles enfin, le relief limite moins l'ensoleillement sur ces parcelles. Et du coup, ça peut permettre éventuellement de gagner en précocité sur certaines cultures. Et du coup, sur la partie aggradation du sol et ressources en eau, donc d'abord le sol, et je le répète, c'est un petit peu voilà, le socle avant de passer à la biodiversité, aux espèces, aux êtres vivants à proprement parler. C'est le milieu, le substrat. Euh, donc je le disais, les sols, ils sont plutôt à dominante limono-sableuse et variables selon les trois îlots de la ferme. À Foussignargues, la dominance, elle est vraiment au sable. On est à environ 65-70% de sable, 20-25% de limon et moins de 10% d'argile. Donc des sols très drainants. Euh, à Robiac, on a des sols qui sont plutôt du même ordre, avec une plus grande proportion une un peu plus grande proportion de limon sur la partie qui est au nord de la départementale, qui coupe qui sépare les deux îlots de la ferme. Et au côté sud de la départementale, là, on retrouve un peu plus d'argile, 20-25% d'argile selon les parcelles. On a juste au-dessus la CEC, si ça vous intéresse, qui est plutôt moyenne à faible selon les parcelles. Euh, en 2022-2023, Miguel nous a accompagnés pour faire sur des analyses de sol, sur le diagnostic des sols. Et on a pu relever à ce moment-là une problématique importante liée à la structure du sol, du fait du travail de son historique, notamment du travail du sol répété euh, et d'un faible repos du sol et de fortes exportations. On n'a pas, enfin, pendant l'occupation précédente, il y avait très peu, voire pas d'apport organique en termes d'amendement organique. La fertilisation était principalement uniquement organique sous forme de bouchons. Mais du coup, voilà, un manque un petit peu d'éléments structurants. On a noté des excès ponctuels de potasse soluble dans le sol et selon les parcelles, des taux de matière organique assez extravagants, mais difficilement mobilisables, peu fonctionnels finalement. Ça se note aussi par du coup un décalage entre la quantité de carbone par rapport à la quantité d'azote dans le sol, et il y a un déficit du coup d'activité biologique qui ne permet pas de minéraliser cette matière organique qui est difficilement accessible. Donc là, cette carte présente un peu les taux de matière organique, présente les taux de matière organique, le chiffre qui est en haut, et entre parenthèses, le C sur N de cette matière organique. Donc sur la partie sud de Robiac et à Foussignard, les taux sont plutôt de 3-4% de matière organique, avec à Robiac des C sur N qui sont assez corrects, un peu plus élevés à Foussignard. Là où on est
un drôle de truc, c'est plutôt les 10% de matière organique relevés sur la partie au nord et des CSURN très élevés. C'est là qu'on constate effectivement, malgré des taux de matière organique très élevés, le manque de fonctionnalité de cette matière organique. Le sol est très foncé, mais très poudreux et peu structuré, sensible. Ces informations, elles ont été apportées par des analyses de sol via laboratoire et par l'approche par les plantes bioindicatrices. L'approche par les plantes bioindicatrices, elle va se renouveler à peu près, l'idée est de la renouveler à peu près tous les 4 5 ans, le temps d'avoir eu un impact, de pouvoir observer sur le cortège de plantes un effet des pratiques agroécologiques sur l'évolution de la qualité des sols. En parallèle, on va faire aussi des suivis du coup, chiffrés par des analyses de sol, en suivant notamment la matière organique, euh, l'activité microbienne, la porosité, la structure. L'idée étant d'avoir des chiffres qui permettent de quantifier un impact dans le temps. Cette année, on s'intéresse aussi à la faune du sol grâce à une analyse faite par le laboratoire Elisol sur la nématofaune. On imagine que les pratiques agroécologiques peuvent avoir un impact intéressant sur ce compartiment-là, que la nématofaune, ça peut être un indicateur euh, pertinent pour la régénération des sols dans nos contextes. Donc, je le disais, l'idée est d'améliorer la structure du sol, notamment sa porosité, par une meilleure activité biologique qui serait soutenue par l'équilibre des minéraux du sol. Différents axes de travail pour cette régénération. La gestion de l'enherbement, avec une alternance des modes de gestion dans le but de restituer différentes matières organiques, différentes formes de matières organiques au sol. Des matières organiques fraîches, des matières organiques pailleuses, permettre aux plantes de faire leur cycle, d'avoir une activité racinaire au long de l'année et maintenir une couverture du sol la plus permanente possible. La plantation d'arbres et d'arbustes, elle a un lien fort avec la gestion de l'eau. Des sols humides et humectés seront des sols qui auront une meilleure activité biologique et qui pourront mieux se restructurer. D'autant que bah, du coup, la présence d'arbres favorise la quantité de racines dans le sol et donc l'exploration par de la matière organique du sol, sa porosité. Autre levier, l'utilisation d'engrais verts, donc un peu en lien avec la gestion de l'environnement, mais des engrais verts pour apporter des matières organiques toujours fraîches et éventuellement fixer aussi de l'azote, stabiliser certains éléments qui peuvent être en excès, comme par exemple la potasse, où ici ou là, il y a des problèmes il y a eu problème de potentielle accumulation de fer ou aluminium. Euh, on fait aussi appel à de la fertilisation et de la biofertilisation, donc l'emploi conséquent de compost et fumier euh, adapté à l'activité biologique pour l'instant un peu faible de nos sols, mais qui est soutenu par l'utilisation de l'IFOFER et d'extraits fermentés, qui sont des activateurs de la biologie du sol, de l'activité biologique du sol, couplé à du basalte et du biochar pour l'un des apports d'éléments minéraux assez variés, pour l'autre d'une porosité, construire une porosité un peu artificielle, mais aussi un habitat intéressant pour la microbiologie. On disait que l'historique de travail du sol avait contribué à cette faible structure. On essaye d'adapter du coup nos pratiques de travail du sol, de favoriser la rotation des cultures et le repos du sol, et je le disais, de maintenir le plus possible une couverture du sol. À propos de la gestion des matières organiques, on a la volonté aussi bah, de produire, autoproduire au maximum de la matière. Donc, tout plein de haies plantées généreront de la biomasse qui pourra être valorisée localement. On a aussi l'envie en se connectant avec le territoire et différents acteurs, comme des collectivités ou un collège ou un lycée, de valoriser des biodéchets locaux pour les recycler sur la ferme et les restituer sur nos parcelles. Ah ah. Ce coup-ci, c'est un renard qu'on doit rentrer et ressortir. Il fait un tour sur la parcelle, une quarantaine de minutes, renifler un peu, poser une crotte ou manger un campagnol. On peut faire un petit arrêt s'il y a besoin sur ce volet sol. Ouais, donc il y avait deux questions par rapport au sol. Quelle est du coup notre pratique par rapport au travail du sol? C'est-à-dire?
Alors l'idée, elle est de labour, on évite, on fait pas. Les travaux du sol profond, ce sera ponctuellement du sous-solage en lien avec des problématiques de compaction identifiées pour fissurer, ameublir en profondeur le sol sans le retourner. Donc ça, c'est des travaux profonds qui peuvent avoir lieu, mais qui seront pas, qui se veulent pas réguliers, quoi, parce que ça a malgré tout un impact et ça peut favoriser le lessivage de certains éléments minéraux, notamment quand on a un manque de structure, quoi. Sinon, travail du sol plutôt en surface ou il y a un actisol sur la ferme, il y a quelques outils à dents aussi. Euh, pour plus de détails, on peut voir après, si ça n'a pas éclairé suffisamment. Alors, il y avait une autre question, c'était par rapport, tu as parlé de repos du sol. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On, repos du sol s'entend peut-être du coup limiter des interventions de type travail du sol, laisser ou de type passage humain pour laisser le développement de ce qui est en place, de la microfaune, des racines, et sans chercher à exporter de la matière, pas forcément de la culture systématique sur ces sections-là, quoi. Versus, en fait, une pratique assez intensive de culture, de production, exportation de matière avec faible apport nutritif pour le sol, quoi. On passe maintenant au volet eau. Du coup, pour faire un diagnostic sur l'eau et la ressource en eau, sur la ferme et le territoire, Olivier Hébrard, qui est ici avec nous, nous a accompagnés l'année dernière sur ce travail-là et il a étudié notamment les données météo de la station de Gros-Pierre, qui est située en Ardèche, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la ferme, sur la période de 1980 à 2024, pour cibler les enjeux un petit peu voilà, agro-météorologiques. Il relève une pluviométrie moyenne de 1000 millimètres par an, avec une amplitude qui peut aller de 600 à 1600 millimètres selon les années. Les précipitations, elles sont plutôt régulières, mais concentrées surtout sur l'automne et l'hiver, sous un format épisode sévennol. Donc des pluies intenses, rapides, enfin, des forts millimètres qui tombent en peu de temps, qui posent du coup un enjeu de infiltration de cette eau. Comment la garder sur les parcelles? Autre enjeu à propos des températures, le réchauffement climatique, une évolution vers le haut de la température, une augmentation de la température. Pour les journées pendant lesquelles la température maximum est passée au-delà du seuil de 30 ou 35 degrés, on est à 80 pour les jours supérieurs à 30 degrés, 30 pour les jours supérieurs à 35. Pour les jours supérieurs à 35, on était plutôt au début des années 80 à, à 0 ou 5, quoi. On était en dessous de 10 en tout cas. Donc il y a une grande augmentation de ces températures chaudes et intenses. Pourquoi ces seuils de 30 et 35 degrés? Ça correspond aussi en fait, à des genres de seuils physiologiques, empiriques ou génériques pour les plantes. Au-dessus de 30 degrés, une plante va plus se développer, elle va être en lutte contre la chaleur et elle va pas particulièrement se développer, elle sera pas en bonne santé en tout cas. Et à partir de 35 degrés, elle va commencer plutôt à décrépir, à griller, à être vraiment mise à mal. Donc ces périodes de risque, cette pression de la chaleur augmente, avec par exemple des températures maximum moyennes sur les mois d'été, compris 4 degrés depuis 1980. On passe de 28 degrés de température maximum sur la période été à 32 degrés. Du coup, deux problématiques, la gestion de la ressource en eau au fil de l'année, les périodes estivales de température, de forte température, c'est là où il y a plutôt moins d'eau et là où les besoins sont les plus élevés. Pour minimiser les enjeux à ce niveau-là, l'idée est d'augmenter le temps de transit de l'eau sur la ferme, notamment par son infiltration et multiplier les cycles de l'eau avec des arbres, des plantes à différents niveaux. Pourquoi pas envisager du stockage d'eau de pluie, de la collecte, dans l'idée de sécuriser l'approvisionnement en eau. Et puis à propos de la chaleur, l'intention est de réduire la température d'ambiance localement pour que les plantes soient moins exposées à ces fortes chaleurs.
de leur assurer pendant les périodes à risque une fourniture en eau et d'adapter aussi les espèces cultivées et le calendrier de culture pour limiter l'exposition à ces risques qui nuisent à la facilité de la production. À propos de sécuriser l'approvisionnement en eau, on, on fonctionne du coup sur la ferme avec un forage qui vient taper dans le sous-sol, euh, une nappe. Il y a une ancienne noria qui donne aussi son nom à la ferme, du coup, ce qui pourrait être judicieux de revitaliser, que ce soit sur un aspect patrimonial ou en termes de fonctionnalité pour le site. Ça, d'avoir deux leviers différents, ça permettrait de voilà, mixer les modalités d'approvisionnement en eau et de s'assurer un peu plus de tranquillité. Si on couple ça à de la collecte d'eau de pluie, et j'y reviendrai, Olivier Brard propose un genre de cocktail sur ces trois leviers qui pourraient être intéressants, au moins de s'inspirer si ce n'est d'appliquer. En lien avec nos besoins en eau, estimés du coup par, dire d'experts grâce à Olivier, à environ 10 000 à 13 000 mètres cubes sur tout le parcellaire, euh, avec du coup, je le disais, des consommations plutôt importantes l'été. Là, on est sur la parcelle de Robiac. La consommation moyenne journalière estimée est de l'ordre de 50 à 60 mètres cubes par jour. La pompe, le forage est dimensionné pour répondre à ce besoin. Mais en cas de problème, panne éventuelle, ben, faut pouvoir trouver des solutions, quoi. Donc c'est là que suppléer avec la Noria éventuellement, mais à cette période-là, le lit de la 16 risque d'être trop bas pour que ce soit utile et qu'il y aurait potentielle restriction d'eau, ou bien de la collecte d'eau de pluie et un système de stockage à faire. Revenu sur la carte de la ferme, du coup, le concept proposé par Olivier, il est basé sur un genre de réservoir un peu château d'eau, basé à l'amont des parcelles de Robiac, vers lequel transiteraient les différentes sources d'approvisionnement en eau, que ce soit le forage, éventuellement l'eau tirée depuis la Noria, et puis un ou plusieurs bassins temporaires de collecte et stockage d'eau de pluie. L'idée, c'est qu'en le remontant au château d'eau, on fait appel à une énergie euh, électrique à un moment, mais que derrière, on peut compter un peu sur du gravitaire aussi pour irriguer les parcelles. Le potentiel en termes de collecte d'eau de pluie sur une année moyenne, il serait de 4000 mètres cubes, quoi. Bon, il faut savoir pouvoir le stocker, il faut pouvoir le stocker, mais ça peut bah, répondre à peu près la moitié des besoins en eau de Robiac, comme ordre de grandeur. Et peut-être des petits marcassins qu'on ne veut pas voir sur nos parcelles. Olivier, si tu veux compléter d'ailleurs, parce que bien sûr ton rapport était beaucoup plus étoffé, hein, on a juste sélectionné des parties, mais n'hésite pas. Ok, oui, bonjour à toutes et à tous. Ouais, non, non, c'était assez fidèle. C'était assez fidèle, à part peut-être pour la récupération. Pardon, je la vois un peu, je suis un peu maladou. La récupération d'eau des toitures, elle est quand même bien plus faible. Enfin, elle peut être volumineuse, mais elle est méga coûteuse et méga impactante en termes d'empreinte. Donc, elle est difficilement envisageable au final. Enfin, du moins, d'un un grand ordre de grandeur. On peut prendre, c'est pour ça que les citernes restent malgré tout assez modestes. Mhm. Voilà. Parce qu'en fait, arriver à stocker les volumes qui pourraient être récupérables, ça aurait un coût exorbitant, complètement exorbitant, une empreinte. Enfin voilà, ça serait une logistique. Du coup, voilà, la solution, c'est vraiment ce mix où d'allier à la fois le pompage sur la nappe en l'état avec le forage qui est environ de 9 mètres cubeurs actuellement. Où, au lieu de solliciter le forage en permanence, l'idée c'est de faire monter l'eau, remplir le forage, enfin la citerne, le château d'eau, de l'équivalent de au moins une ou deux jours d'irrigation en plein été. Et comme ça, en fait, d'un point de vue de l'efficience énergétique, ça reprend beaucoup moins d'énergie. Et ensuite, de monter l'eau du petit du réservoir, enfin d'une citerne plus modeste qui récupère l'eau des toitures et qui peut récupérer, même quand il y a des pluies l'été, il fait une pluie de 20 millimètres, mettons, ben, ça va récupérer un peu d'eau. Et cette eau peut être balancée, pourquoi pas, au fil du soleil aussi, c'est-à-dire avec une pompe solaire qui monte sans batterie l'eau dans le réservoir, du petit réservoir du bas vers le réservoir du haut. Voilà la stratégie.
Et tout ça Mm. couplé éventuellement avec la noria, mais la noria, je sais pas, c'est quelque chose qui peut être particulièrement efficient, mais je suis pas sûr qu'après voilà, les autorités laissent faire la chose. Voilà. Voilà, de pomper dans la nappe pluviale, ça revient à pomper dans la 16 en fait. Donc, Mm. Et donc, je rebondis, il y a une petite question sur le volume de stockage d'éventuels châteaux d'eau et citernes. Pour l'instant, il est à peu près nul. C'est en cours de réflexion. Euh, donc, Olivier, tu disais que il semble que l'ordre de grandeur de collecte, à peu près pour les toitures, c'est plutôt 500 mètres cubes annuels. Donc, la borne basse ouais, que- je l'ai plus en tête, mais entre c'est le, ouais, ça. Mm. quand on cumule tout ce qui peut être stocké, c'est-à-dire à un instant T, on va un peu pomper, on en repompe un peu, voilà, sur la totalité des flux d'eau. Mm. Parce qu'en fait, il faut voir pas en statique, mais en dynamique, en fait. Mm. Voilà, et notamment, statistiquement, il y a quand même quasiment toutes les années des orages, il y a quand même des pluies d'été. Je vais continuer du coup sur le déroulé de la présentation à propos de suivi de la biodiversité, avant de parler des infrastructures et connectivité écologique. Et là, c'est une petite fouine qui se promène. Euh, En termes de diagnostic écologique, cette année, on a fait appel au Centre ornithologique du Gard, donc Cyril Sabran et notamment Julie Pernin qui sont venus sur la ferme nous apporter leur regard et expertise euh, à propos du potentiel faunistique de la ferme, qui est jugé intéressant bah, du fait de son contexte, proximité du cours d'eau, présence du boisement. Euh, il y a un micro peut-être qui serait ouvert. Euh, Proximité du coup du cours d'eau et présence de boisement, avec des aménagements déjà en place, en tout cas différents types de micro-habitats de type haies, murets et points d'eau. Il nous oriente vers certains aménagements, certaines adaptations d'aménagement, notamment la création de passages pour la petite faune et empêcher les blaireaux de s'étrangler dans nos barrières si on les laisse passer et limiter du coup, voilà, les pièges écologiques. Enfin, on est en recherche et demande d'accompagnement sur le volet naturaliste. La compétence naturaliste existe au sein de Terre Humanisme ici ou là, mais elle gagnerait à être mieux exploitée et dirigée sur la ferme et bah, par des partenariats. Euh, sur le volet flore, c'est Miguel No, du coup, par son approche, par les plantes bioindicatrices, par l'approche par les plantes bioindicatrices, qui a fait des relevés. Et en 2023, il note un cortège de 100 à 150 espèces selon les parcelles. Donc, c'est une riche caractéristique d'une grande richesse floristique, mais des espèces qui sont plutôt retrouvées de manière standard en milieu cultivé. Il n'y a pas d'espèces à enjeu particulier euh, de conservation. Quelques plantes éco-indicatrices synonymes de qualité d'un milieu, synonymes de bonne qualité du milieu, mais aussi certaines présentes qui signalent des défauts agro-environnementaux, notamment certaines liées à d'éventuelles pollutions ou problématiques du sol, comme le sureau bleu. Euh, donc je disais ce diagnostic sera renouvelé d'ici 3 4 ans. Il permet aussi de caractériser l'habitat pour les insectes et la faune. Pour l'instant, le lien entre flore et entomofaune, on l'a pas fait concrètement. À propos de la faune, et donc, notre volonté, elle est d'apprécier de manière assez large les espèces vivantes présentes sur la ferme, que ce soit des insectes, des oiseaux, des mammifères, reptiles ou amphibiens. Et on est dans un contexte où bah, voilà, c'est différentes personnes qui peuvent être amenées à porter ce travail de suivi. La démarche a donc été plutôt de mettre en place des inventaires participatifs et des relevés opportunistes. Ça laisse aussi la place à faire du lien avec différents publics pour la réalisation de ces inventaires ou pour accompagner sur des relevés opportunistes. Les principales observations, du coup, vont être tirées de pièges photographiques. On a un petit échantillon là au fil du déroulé de cette présentation. On a mis en place l'année dernière le Top Reptile de la Société herpétologique de France, trois protocoles participatifs de l'Observatoire agricole de la biodiversité, les planches à invertébrés pour s'intéresser aux limaces, aux escargots, à quelques autres insectes et faunes du sol, les nichoirs à abeilles solitaires,
et les transects à papillon. Autre protocole d'intérêt et qui se relie aussi fort avec notre problématique, notre démarche de régénération des sols, c'est le suivi des vers de terre selon le protocole de l'Observatoire participatif des vers de terre. Si vous voulez des précisions sur ces différents protocoles, on peut y revenir après. Et sinon, c'est du coup l'intérêt de ces protocoles, c'est que toute la documentation est disponible facilement en ligne, quoi. Et que, ils sont rapides à prendre, plus ou moins rapides à prendre en main. Et pas toujours très coûteux en temps. D'autres protocoles qui pourraient être appliqués et qui sont pour la plupart tous référencés sur le site Viginature, il me semble. C'est le protocole SPIPOL qui s'intéresse aux pollinisateurs sur une espèce de plante spécifique. On se fiche devant, on regarde quels insectes viennent se poser. Protocole Aspifaune, Noctambule ou des peaux-barbeurs, eux, ils s'intéressent plutôt à la faune du sol. Et éventuellement, on est avare d'autres protocoles. Euh, Par exemple, l'année dernière, Émilie Zaglio, BTS, stagiaire BTS du cours d'hydro, avait mis en place un protocole de suivi sur les sur les carabes, au moyen du pitfall trap, les pièges barbeurs, qui sont en gros des pots enterrés dans le sol, dans lesquels vont tomber des insectes qui marchent sur le sol, les carabes, euh, en posant une petite démarche expérimentale, d'essayer de voir comment les insectes présents dans l'air rayonnent au sein des parcelles jusqu'au cœur d'une parcelle plein champ, avec éventuellement des milieux différents, des tunnels. Ici un tunnel d'engrais ici un tunnel de fraises. Comment voilà, cette haie rayonne en termes de comment la diversité spécifique de la haie rayonne dans ce milieu. Euh, Question peut-être un peu ambitieuse, on n'est pas du tout réussi à répondre à la question. Par contre, ça nous a permis de collecter différentes données sur les carabes et savoir un peu mieux qui était présent sur cette ferme. Enfin, on n'a pas su répondre à la question, enfin, question éventuellement un peu ambitieuse et qui demanderait un investissement en temps et en moyens plus important que ce qu'on avait, mais qui permettait voilà, le jeu pédagogique. Euh, Cette carte présente les transects et différentes mise en place des inventaires et suivi de la biodiversité sur la ferme. Donc là, les serpents, c'est les transects à reptiles, pop reptiles. Les points rouges et roses et bleus, c'est les différents emplacements sur lesquels on a pu mettre les pièges photos. Ici, on voit l'emplacement des nichoirs abeilles. En bleu, flèche jaune, les tracés des transects à papillons. Autre dimension de ces suivis de biodiversité au suivi plus général, ouais, j'y viens juste après, c'est du coup lister la volonté d'avoir une traçabilité sur nos actions. Voilà, quelles pratiques agroécologiques sont mises en place sur la ferme, pour pouvoir les mettre en relation avec ces effets observés. Euh, L'ambition est de pouvoir produire sur les différentes parcelles une genre de chronique et dire, voilà, telle année, cette parcelle a été occupée, cultivée de cette manière, tel travail du sol a été réalisé, la gestion de l'enherbement à telle date, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a, rajouté? on a plusieurs questions par rapport au protocole de suivi faune. D'abord, par rapport aux peaux barbeurs, il y a Denis qui demande si c'est des peaux barbeurs létaux ou vides. C'est-à-dire? Est-ce que ça tue en Ah fait oui, est-ce que euh, on avait commencé sans tuer et on a fini par mettre de l'alcool, il me semble. Ou en tout cas, pour l'observation, les individus étaient tués. Euh, Parce que on démarrait vraiment l'observation, on n'était pas très bon et il y a une question, j'ai vu, qui est posée derrière. Effectivement, il y a une grosse expertise sur l'identification des carabes. Donc, ouais, les pièges étaient létaux. il y a d'autres questions sur les peaux barbeurs. Qui identifie les carabes? Et du coup, oui, voilà, qui identifie les carabes. Donc, on est parti de rien, de recherche, de quelques documentations en ligne. Et il y a le, le, le père d'Arnaud qui est venu nous filer un coup de main, donc qui a une petite expertise entomologiste, enfin qui a une expertise en entomo. Victor, peut-être coupe ton micro, je sais pas si c'est... Ouais. Euh, J'espère que le son est revenu. Du coup, euh, je disais qu'on a fait
par nous-mêmes, autodidactes, conseils d'experts, mais qui n'étaient pas forcément super expérimentés qu'arabes, en tout cas qui nous a bien guidés dans l'identification de certains traits. Et puis nos identifications, elles sont pas 100% valides et on ne s'appuie pas dessus en termes de, de véracité. Pour autant, les données sont assez cohérentes jusqu'à présent. On est en demande d'éventuels coups de main sur ce volet-là. Euh, pour ce qui est des pots barbeurs, est-ce que vous avez identifié ou au moins gardé tout ce qui a pu tomber dedans? Alors, Lou Baptiste, du coup, on a surtout retrouvé des carabes et nous, on s'est concentré seulement sur les carabes. Il y a eu peut-être quelques staphylins et araignées quand on en rencontrait. Euh, on a essayé l'identification, mais on s'était concentré sur les carabes et pas pris le temps, malheureusement, de faire tout le cocktail qui était piégé, quoi. Voilà. Juan Pablo, est-ce que les données collectées sur la flore et la faune sont accessibles sur une base de données publique? Est-ce qu'on connaît le SINP? SINP, ça ne me parle pas. Il y a la volonté de rendre accessibles ces données euh, qui sont pour partie accessibles. Pour l'instant, la flore, on les a pas transmises et on ne sait pas forcément bien où faire. Sinon, on utilise régulièrement iNaturalist où où il y a pas mal de données qui sont dispo, plutôt sur le volet entomo ou un peu reptiles et petits mammifères. On enchaîne. Donc ici, si je reviens sur mes petits blaireaux, là, ils sont en train de chipper de la paille qui sert au paillage dans les parcelles pour probablement habiller leur terrier. J'enchaîne du coup sur la continuité la continuité écologique et les infrastructures agroécologiques. Par infrastructure agroécologique, on entend un petit peu les aménagements qui sont faits au sein des parcelles ou autour des parcelles en faveur de la biodiversité, avec ou non une notion de repos, de végétation spontanée, de laisser faire. C'est des mares, c'est des arbres isolés, les haies, éventuellement les bandes fleuries. Voilà. Cette carte, du coup, produite par le COGAR lors de leur passage d'expertise, permet de symboliser un peu les différentes IAE, infrastructures agroécologiques sur la ferme. On a en trétillé jaune ou vert les emplacements des haies, on y reviendra, qui font le tour de certaines portions et qui essayent de venir, qui sont pour la plupart fraîchement plantées parce qu'il y avait un enjeu ramener de l'arbre dans la ferme pour les différentes raisons que j'ai évoquées. On a en très point carré ici symboliser les murets, donc l'habitat plutôt rocheux. Ici les points d'eau, éventuellement d'autres points d'eau à venir. Voilà, je vais avancer sur l'agroforesterie, l'arbre. Entre 2024 et 2026, l'ambition est de planter juste 3000 arbres. On est à un peu plus de 1500 cette année, à la fin de l'hiver. Donc gros chantier en prévision l'hiver prochain. Euh, on se fait accompagner pour ça par Agrouf, pour la, la conception des haies, leur implantation, les différentes essences, la fourniture en plan et le déblocage aussi de financement. Les plantations, elles se font en propre. On travaille, tous les jeudis, on est ouvert pour des chantiers participatifs et du coup, il y a des coups de main qui sont plus ou moins réguliers, qui ont été volontiers, qui ont été beaucoup dirigés vers les plantations d'arbres cette année. La fondation des enfants et des arbres a aussi permis de l'organisation d'un chantier avec l'école primaire du village de Robiac. Et pour l'instant, on est plutôt sur de l'achat de plants pour la plantation des haies. On a la volonté à terme, ou peut-être pas d'ici 2026 pour la totalité en tout cas, mais de multiplier un petit peu, de faire du semi-direct et de faire appel à des conservatoires ou autres d'essences ou de variétés selon les espèces plantées. Là, cette année, par exemple, on a planté une cinquantaine de mûriers de trois espèces différentes.
Et les essences, du coup, sont adaptées, pardon, les essences plantées sont adaptées en fonction de la fonction des plantations. On avait différents types de haies, haies un peu brise-vent, haies orientées un peu biomasse avec une petite dimension syntropique à un endroit, en tout cas de la forte production de biomasse régulière. Euh, une haie dite champêtre, plutôt tournée diversité variée des espèces euh, pour la biodiversité. Les essences pour l'année prochaine ne sont pas encore tout arrêtées. Il y a la volonté d'implanter plus de fruitiers. Jusqu'à présent, on a planté surtout de l'arbre champêtre. Et l'espace commence à se restreindre et il y a besoin de rester dans une dynamique aussi de production de denrées et d'une activité agricole. Donc, sur cette carte, on a en vert les haies, les emplacements des différentes haies sur la parcelle de Rebiac. Donc, ici, le tour d'une parcelle là, là, le long de la route côté intérieur de la ferme. Ici, des doubles haies qui viennent apporter des plus grandes sections. Et on peut raisonnablement dire que toutes les haies qui sont un peu orientées voilà, nord-sud ont aussi une fonction brise-vent. Euh, voilà. Donc, je disais, volonté de multiplier ou de produire aussi une partie des plants. À terme en tout cas, aujourd'hui, on a lancé ce qu'on appelle la pépinière du futur, où l'idée est de tester l'adaptation de certaines variétés ou espèces à notre ferme, et éventuellement produire des petites données pour pouvoir, type des projets bioadapt, mais qui là sont plutôt sur les semences potagères. En tout cas, parler d'adaptation au changement climatique pour les différentes espèces, ou contribuer à générer des données qui permettent de remplir cette fonction. Euh, donc pépinière pour tester voilà, l'adaptation des espèces, faire un petit générateur de porte-greffes ou de plants aussi. Euh, Il n'y a pas beaucoup d'arbres sur la ferme. Éventuellement, là, c'est intéressant du coup d'apporter plus de cavités ou d'espace pour la nidification pour les oiseaux ou d'autres espèces, de créer, générer un peu plus d'habitats, comme des haies sèches ou faciles, des tas de matières organiques, des hibernaculums pour reptiles ou amphibiens, des gîtes acréoptères. On a pas mal on a installé quelques nichoirs semi-ouverts. Bah, l'idée, voilà, on est quand même entouré par des boisements, une zone, des habitations, mais c'est pas très dense, il y a la 16. Le milieu reste assez vivant. L'idée, en favorisant des habitats sur la ferme, c'est aussi de stimuler l'implantation de certaines espèces à l'intérieur de la ferme et de bénéficier peut-être un peu plus de leur fonctionnalité auxiliaire des cultures, quoi. De venir prédater certains insectes et éventuellement des prédateurs. Comme par exemple le lien, là c'est un verger de pommier, il y a un papillon, le Carpocaps du pommier, qui peut se faire prédater par tout plein d'oiseaux et de chiroptères. Du coup, on a des nichoirs à oiseaux qui sont disséminés un peu partout sur la ferme. Donc, plutôt nichoir semi-ouvert, je disais, nichoir à balcon, quelques gîtes à chiroptères ici ou là. Les ronds symbolisent les perchoirs qui ont été implantés. Donc ici, au sud, il y a un bosquet d'arbres assez haut qui sert de joli poste d'observation. Mais voilà, rajouter aussi des perchoirs dans la ferme, ça nous semble intéressant et sinon, ça fait joli. Euh, à propos des bandes fleuries, la volonté, bah, c'est de nourrir quoi, et de proposer un habitat. L'implantation, elle se ferait plutôt au début du printemps, fin d'automne, fin d'hiver, début printemps, avec un petit travail du sol et un entretien. L'idée est de sourcer le plus localement possible. Il y a l'estampille végétale locale qui permet de valider la bonne origine des plants, des graines. Et si on arrive à trouver la bonne manière de le faire, on serait super intéressé de faire de la cueillette sauvage en accord avec le milieu d'éventuelles prairies sèches ou autres pour apporter des semences les plus de vraiment à côté, quoi. Bande fleurie, ça, c'est donc pas encore arrêté, mais c'est les espaces vers lesquels on se dirigerait, au moins en partie. Des zones en jaune, du coup,
dans le but d'avoir ici ou là des fleurs sur les différentes parcelles. Je crois que j'ai répondu à la question sur les bandes fleuries et la date de plantation, plutôt fin d'hiver, début printemps. Sur la gestion de l'enherbement et des cultures, on en parlait. Donc l'idée, c'est de varier les modes de fauche. Et on a forcément, la gestion elle est adaptée en fonction de la typologie des espaces. Si c'est une surface cultivée, bah, c'est plutôt la primauté laissée à la production. Euh, et si c'est les- s'il y a un enjeu d'accessibilité sur les surfaces, l'idée c'est de permettre la praticabilité en adaptant au mieux la tonte ou le broyage, en limitant la largeur de coupe pour ces zones-là. Pour les surfaces non cultivées, eh ben, là, on peut pousser les curseurs en faveur de la diversité des habitats. Pourquoi pas faire du coup de la gestion différenciée, soit en termes de coupe, soit en termes de temporalité, et laisser par endroit bah, voilà, les plantes aller au bout de leur cycle, à d'autres ouvrir un peu la zone. Euh, et puis pour les surfaces en régénération, on est plutôt sur une diversité d'engrais verts. C'est plutôt des engrais verts, et du coup là, on se pliera principalement à l'objectif de régénération du sol, mais en gardant en tête les enjeux de, de biodiversité et le caractère hôte que peuvent avoir les plantes qui poussent à ces endroits-là, quoi. Ce calendrier, je l'ai mis pour qu'il puisse passer sous vos yeux. Et là, il nous est proposé par Julie Pernin, du coup, du Centre ornithologique du Gard, et permet d'orienter un petit peu, au moins la réflexion et si ce n'est l'action, en fonction des périodes à risque pour les différents animaux, en fonction de leur cycle de vie. Bon, on constate que la période d'avril à juillet, elle est plutôt dans le rouge, où là, on cherchera du coup à limiter les interventions pour pas nuire à des espèces qui sont en période de reproduction. Pendant l'hiver, adapter les travaux euh, selon les espaces où hivernent les animaux. Les points d'eau, les mares, l'humidité sur la ferme, du coup, c'est un enjeu en termes de chaleur, de température. Et j'imagine que vous l'avez tous en tête, c'est des lieux de vie très, très intenses et très vite colonisés. Donc deux, trois mares plus ou moins conséquentes sur la ferme, et la volonté elle est aussi de disposer tout un réseau de petits points d'eau. Ben, hier, je passais juste au-dessus, j'ai passé à côté de la mare, 20 heures, des chauves-souris en pagaille qui venaient manger les moustiques qui avaient déjà envie de sortir. Du coup, des mares ici déjà en place. Celle de droite, un peu plus conséquente, ça va être finalisée là, d'ici un mois maximum, j'espère. Et en bleu plus clair, des emplacements potentiels de mares, une mare un peu ombragée sous la forêt, ici une mare plutôt orientée temporaire, avec éventuellement un intérêt pour le crapaud calamite à côté du parking, des petits points d'eau dans les points bas, et éventuellement donc la question du réservoir château d'eau ou d'une mare réserve d'eau. Euh, on peut réagir un petit peu, sinon je Sinon, je traverse traverse jusqu'à la jusqu'à la fin, il fin, y en a il n'y en plus a pour plus pour longtemps. longtemps. Bah, il y avait des réactions par rapport à cette partie. Sur donc sur les bandes fleuries, c'était quelles espèces on a choisi de semer en particulier. Après, par rapport à l'accueil de la faune, est-ce qu'on a fait un diagnostic sur le potentiel d'accueil au sein du bâti? C'était les deux questions Ok. par rapport à cette partie. Ah, si tu peux couper ton micro. Et il y avait une question, j'en profite, par rapport à, tu as parlé de pièges écologiques. Est-ce que tu peux préciser? Ok. Euh, alors, je vais me mélanger. J'ai pas en tête la diversité des espèces plantées dans la bande fleurie. En gros, pour l'instant, on risque aussi de se fournir auprès d'agrosemences sur des mélanges préfabriqués avec 5 à 15 espèces différentes. Et si le cortège nous intéresse pas assez, ben, on rajoutera quelques graines ici ou là. C'est ce qu'on avait déjà fait l'an passé. Euh, Ce qui nous manquait un petit peu, des plantes type fenouil ou avec des jolies floraisons. Ça manquait un peu. À propos
piège écologique, bon, il y a par exemple l'histoire d'un puits sur la ferme qui pourrait, dans lequel, ouais, voilà, le puits du forage, euh, des animaux peuvent tomber dedans, notamment en fait des reptiles qui viennent s'abriter pour chauffer sous la plaque en métal. Euh, si on vient les déranger, ils pourraient se jeter dans le puits et ils se jettent dans le puits et ils finissent par se noyer. Du coup, c'est proposé de limiter ce genre de problématiques. Autre piège écologique potentiel, ou en tout cas, ouais, si pièges, c'est des zones éventuelles de dépôt de matériel qui peuvent servir de planque pour l'hivernage, pour les animaux. Et si nous, pendant nos travaux d'hiver, on fait le grand ménage, ben, ce serait les perturber à ce moment-là, quoi. Est-ce que voilà, au sein du bâti, ouais, au cours du diagnostic effectué par Cogar, le tour des zones bâties a été fait. Euh, Et le bâti va être aussi voué à être remodelé un peu. Mais il y a constaté des nids d'hirondelles, il y a quelques orifices ou cavités disponibles. Mais par exemple, le hangar là, que je cible, il est à peu près étanche, on n'a pas vu grand-chose. On voudrait volontiers installer un nichoir à rapaces, à chouettes, effraies ouais, ou chevêches. Éventuellement des chiroptères. Allez, on traverse la fin. Du coup, à propos d'accueil de la biodiversité, une des autres astuces, c'est la diversification agricole, qui permet du coup différents états d'occupation euh, de la ferme, état d'usage de la ferme. Du coup, là, on se dirige probablement vers du verger maraîcher, avec donc une diversité d'espèces arborées et de plantes cultivées, une modification des ambiances, de l'ombrage. Pourquoi pas un poulailler mobile qui par différents aspects aura un impact sur la gestion de l'enherbement, sur la faune du sol, sur la fertilisation. Proposer, si ce n'est par des poules, du pâturage ponctuel, trouver le moyen de mettre en place du pâturage ponctuel par bah, des chèvres ou autres. Pourquoi pas planter par endroit, de cultiver des légumineuses. Il me semble que 16, ça veut dire pois chiche dans un ancien langage. Euh, pour tout ça, ouais, on travaille par nous-mêmes, mais on essaye de se connecter au territoire et aux personnes qui portent les compétences. Donc, au sein de Terra Humanisme, donc, il y a bien l'équipe, les volontaires, qui sont des séjours au sein de l'association, les bénévoles locaux. On essaye d'interagir avec différents naturalistes, différentes structures naturalistes du territoire ou plus large, comme le Centre ornithologique du Gard, Fiber Nature, Paillolive, qui sont des associations d'Ardèche, Garde Nature, la LPO, Olivier Ebrard, Miguel No, qui nous ont accompagnés dans le diagnostic, ont aussi un regard sur, euh, sur la biodiversité, les zones Natura 2000, fermes paysannes et sauvages et paysans de nature. La question a été posée tout à l'heure par Laurent. Euh, on n'est pas en lien direct, on essaye pour le coup d'essaimer. Enfin, il y a une dynamique aujourd'hui d'essaimage du réseau fermes paysannes et sauvages. Arnaud Vance, je ne sais pas s'il est avec nous, a participé à l'organisation d'une journée au Madintra mi-février dans cette démarche-là. L'an passé, euh, on s'est retrouvé à une dizaine à la ferme de Robiac, à la ferme de la Noria, dans cette même démarche. Enfin, on essaye de nouer un lien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec nous là d'ailleurs, qui est là, le père. Euh, on essaye de faire du lien avec les structures de recherche et d'enseignement, que ce soit par des stages ou de proposer la ferme comme terrain d'expérimentation ou de recherche, d'expérimentation, et être connecté aussi aux institutionnels et techniques du territoire, communauté de communes, les ADR, syndicat d'eau de Vallée-Sévenol, à Piste à Creuser, Agrouf, AB16, Lucien Dugard ou la Chambre d'agriculture. Et je vous remercie. S'il y a d'autres questions, et puis on Puis peut on peut essayer de essayer de discuter un discuter un peu et peu et prendre le prendre le temps pour temps ceux pour qui ceux qui l'ont l'ont aussi. aussi. Merci beaucoup, Joseph.
me permet du coup de compléter ta réponse par rapport à la question de Laurent de la Fondation Le Poids du Vivant sur les liens qu'on a avec les autres fermes qui essayent de mettre l'accent sur la biodiversité. Et en particulier la ferme du Grand Laval, bah, c'est sûr que c'est une source d'inspiration Mm. importante pour nous. Et puis donc tu as parlé d'Arnaud Vance qui a participé à la dernière réunion d'un groupe local qu'on a essayé d'initier depuis l'année dernière autour sur les fermes paysannes et sauvages. Du coup, il y a plusieurs groupes locaux qui se montent en France et nous on essaye de d'impulser la création d'un groupe local entre Sud-Ardèche et Nord du Gard. Et donc on a organisé la première réunion l'année dernière. Il y a eu la deuxième qui s'est déroulée en février à laquelle a participé Arnaud, notre collègue, mais aussi Jean, qui était maraîcher et qui travaille toujours sur la Noria, maintenant justement sur l'agroforesterie et la biodiversité. Et voilà, il est possible que, donc on a noté que cette année, il y a une nouvelle réunion de naturalistes à la ferme du Grand Laval, à laquelle on va peut-être se rendre via Arnaud. Donc voilà, on essaye de faire du lien et d'être un point d'échange et de rencontre ici sur la Noria, comme on l'a précisé au début. Il y a des questions sur lesquelles on peut revenir que j'avais notées, en particulier concernant le paillage, concernant l'approche par les courbes de niveau aussi, Joseph, sur l'eau. Ok. Est-ce que tu peux... Est-ce qu'on fait une approche par les courbes de niveau aussi sur nos stratégies pour retenir l'eau? Alors, Alors, il me semble de mémoire qu'il y avait une recommandation en ce sens de la part d'Olivier pour les parcelles de Foussinac, mais aussi sur la parcelle, la grande ouais, parcelle du fond. vas-y, coupe donc ton... En fait, la pente, elle n'est pas très forte sur la ferme, donc il y a pas d'enjeu majeur à fonctionner par de cette manière-là. Pour autant, la pente permet quand même de jouer avec l'écoulement de l'eau et du coup d'essayer, dans la mesure du possible, d'adapter des aménagements type haies, baissières à bah, la topographie, la micro-topographie du lieu, quoi. Oui. Concernant les couverts végétaux, je sais que Olivier a commencé à répondre dans le chat. Euh, ouais. Il y a Olivier qui a levé la main, donc je lui laisse la parole. Oui, non, c'est juste pour te compléter, Joseph. Ouais, ouais, non, non, et effectivement, tu as très bien répondu. C'est juste, il peut y avoir effectivement des aménagements sur les courbes de niveau, des petites baissières en soutien à la plantation de futures haies qui seraient plus ou moins perpendiculaires aux autres, pour justement commencer un peu à faire une sorte de bocage, en fait, de casser toutes les longues, enfin faire aussi des haies perpendiculaires et s'appuyer sur les courbes de niveau, où là, ça serait assez judicieux. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a posé une question sur le paillage. Est-ce que cette personne pourrait étoffer? Il me semble que ça concernait le paillage végétal pour la conservation de l'humidité dans les sols. Ok. Et bah, du coup, ça c'est plutôt en lien avec la gestion des espaces cultivés. Et pour l'instant, aux mains, et c'est aux mains des agriculteurs, agricultrices, là en l'occurrence Angèle et Florie, en fonction de leur pratique. Euh, Bah oui, c'est un atout de pouvoir pailler pour conserver l'humidité, contre d'éventuelles opérations de désherbage. Après, c'est une opération en soi de se fournir en paille, venir l'appliquer sur les parcelles. Et normalement, ça se prête à peu près sur nos parcelles, mais il peut y avoir des enjeux de mauvais apport de matière organique selon les parcelles. C'est pas forcément notre cas ici, mais c'est un coût en temps, en énergie, qui est pas forcément adapté à toutes les cultures ou à la manière dont on cultive sur tous les espaces. Théoriquement 5 minutes, hein, Et entre... je rebondis à propos d'élevage. Du coup, je le citais, le petit, éventuellement, on peut envisager soit un petit parc d'animaux, mais très petite échelle, plutôt type domestique vivrier. Sinon, l'ambition, elle serait éventuellement du côté d'un poulailler mobile. Donc, on arrive à la fin théorique du webinaire. Donc voilà, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Valo, voilà, c'est bon. Oui, j'avais un truc à rajouter sur le paillage. Le paillage a été beaucoup utilisé dans les jardins agroécologiques, mais sur une surface pareille, on ne peut pas vraiment faire de paillage traditionnel. Il nous faudrait des hectares de paille pour pouvoir résoudre ça. Donc le paillage est utilisé sur certaines cultures, c'est sûr, mais les techniques agroécologiques utilisées en micro-maraîchage, avec des plantations très très serrées où les plantes se font de l'ombre elles-mêmes, permettent de limiter le paillage.
Et puis tout le travail sur l'agroforesterie et les haies champêtres vont pouvoir nous apporter pas mal de matière organique, voire de broyat. Il y a déjà du broyat qui arrive de certains élagueurs autour qui vont permettre de pailler à certains endroits. Mais il n'y a pas de paillage systématique à la paille prévu sur la ferme. Ouais. Les Ton micro est semences? coupé, je crois. Ouais. Ouais. Vas-y, c'est bon. La La partie partie adaptation des adaptation des semences, semences, pour l'instant, elle est pas encore pensée au niveau stratégique parce que, comme l'a précisé Joseph au début, on est en phase un petit peu d'accueil, de création d'un collectif de producteurs, mais on a encore peu de visibilité par rapport aux producteurs à long terme sur la ferme. Mais voilà, en tout cas, on l'a en tête que produire nos propres semences serait vraiment un accomplissement et une belle mesure d'adaptation aussi aux aléas climatiques. Je vois qu'il y a plus de questions. J'espère que j'en ai pas oublié. Je voudrais préciser que du coup, Joseph arrive à la fin de sa mission avec nous et donc le remercier très chaleureusement pour tout le travail accompli. Voilà, on compte sur lui pour repasser nous voir de temps en temps et contrôler un petit peu comment ça va, parce que bien sûr, on compte bien mettre en place tout ça et continuer dans cet héritage. Donc voilà, merci à lui. Et bien sûr, on essaye de vous tenir au courant sur la mise en place de tout ça. Vous pouvez suivre toutes les informations. On essaye de tenir au courant sur la page Facebook de la Noria, donc Ferme agroécologique de la Noria, sur Facebook. On a aussi du coup une newsletter mensuelle au niveau de l'association avec les brèves mensuelles de l'actualité de la Noria. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis sinon, comme d'habitude, on est toujours ravis de vous croiser sur la Noria et d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, d'échanger. merci beaucoup pour votre temps et intérêt. Au revoir. Bah, merci à tous en tout cas. Et puis donc à très bientôt. Et puis voilà, on continue. Donc ce sera à refaire. À Ouais. bientôt. À bientôt, salut. Vous savez nous contacter par mail au besoin. À bientôt.